Le Book Club de Victor Hugo aujourd'hui. Revisiter avec nous l'œuvre de celui qui est considéré comme l'un des plus grands écrivains de langue française. Poète, romancier, dramaturge du XIXe siècle, personnalité politique et figure du courant romantique, il est aussi bien l'auteur des Misérables, de Notre-Dame de Paris, des Contemplations, que de pièces de théâtre comme Hernani, sans oublier une correspondance abondante avec Juliette Drouet. Aujourd'hui, je vous propose qu'on discute ensemble autour de son livre, peut-être le plus connu, Les Misérables, publié en 1862. Parce que traduit dans le monde entier, étudié, figurant dans les programmes scolaires et adapté à la télé, au cinéma et même au théâtre, ce qui n'a fait qu'amplifier sa notoriété. Jean Bellorini, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes metteur en scène, directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Vous avez créé il y a 10 ans Tempête sous un crâne, d'après Les Misérables de Victor Hugo, au Théâtre du Soleil à l'époque. Et vous allez donc nous dire pourquoi, ce qui vous a fait vibrer dans ce texte au point de le porter sur scène. Florence Nogrette est notre deuxième invitée. Vous êtes professeure de littérature à la Sorbonne, spécialiste de théâtre. Vous avez publié des éditions de Hugo, de Musset, et vous dirigez la monumentale édition du journal épistolaire de l'actrice Juliette Drouet. Quelque chose comme 22 000 lettres, c'est énorme. Bonjour à vous. Bonjour. Vous venez d'ailleurs de lui consacrer une biographie à Juliette Drouet de 600 pages aux éditions Flammarion. Juliette Drouet, compagne d'un siècle. C'est votre choix, Florence Nogrette. Les Misérables de Victor Hugo. Drôle de choix et en même temps pas si étonnant. Drôle de choix parce que vous qui êtes une fine connaisseuse de l'œuvre de Hugo, de sa vie aussi, vous auriez pu choisir un livre plus décalé. Mais celui-ci contient presque tout, selon vous. Oui, Les Misérables est une œuvre siècle, une œuvre monumentale, une œuvre monde. Et c'est l'œuvre à laquelle Juliette Drouet était le plus attachée. Et dans la biographie que je lui consacre, chaque chapitre commence par un exergue emprunté aux Misérables, par une citation empruntée aux Misérables. À commencer par la première, une petite fille qui dit « Moi, ma mère n'était pas là quand je suis née ». Petite orpheline comme l'était Juliette Drouet. Et comme elle a inspiré Fantine, comme elle a inspiré Cosette. Orpheline elle aussi. Orpheline elle aussi. Fantine prostituée, comme Juliette Drouet dans sa jeunesse. Et qu'elle a fourni des renseignements à Hugo pour l'épisode du couvent. Elle a raconté beaucoup de souvenirs dont Hugo s'est inspiré. Comme elle a copié ce manuscrit, qu'elle en a été la première lectrice et qu'elle en livre les premiers commentaires, tout premier lecteur au monde. Ce livre Les Misérables est un des fils conducteurs de la biographie de Juliette Drouet, finalement. Et tout le plaisir qu'on va avoir à en discuter avec vous aujourd'hui, parce qu'on a souvent tendance à mettre en avant les personnages masculins des Misérables. Avec vous, on va pouvoir aussi peut-être faire tourner un tout petit peu les projecteurs et mettre la lumière sur ces héroïnes des Misérables de Victor Hugo. Comme chaque vendredi, avec Pierre Croze, au micro, bonjour. Bonjour Lydia, bonjour à toutes et à tous. Et Zora Vigny et Alexandre Alaïbegovic en coulisses pour France Culture. Babelio et France Culture font se rencontrer leurs lecteurs autour donc d'un grand classique, Les Misérables de Victor Hugo, aujourd'hui. Pourquoi ce roman, Pierre Bellorini, plutôt qu'une pièce de théâtre de Hugo ? Vous cherchez résolument la difficulté. Quand vous avez choisi de créer Tempête sous un crâne, vous auriez pu prendre dans son répertoire une pièce, mais vous avez choisi un roman et de le porter sur scène. Pourquoi ? Je crois que c'est parce que j'aime particulièrement ce roman. Comme on l'entendait si bien, c'est un roman monde, c'est un roman où tout y est dit. Et j'avais envie de faire parler le livre. J'avais envie que le théâtre soit le lieu de la fidélité à l'écriture aussi. Donc ce n'était que les mots de Victor Hugo. Évidemment, il n'y avait pas de réécriture du tout. Et je pense qu'on a trop souvent une idée de ce que sont ces personnages, une idée de la fable, mais qu'on n'a pas à la hauteur de cette fable l'écriture de Victor Hugo, le lyrisme, la logorée, la folie langagière des descriptions qui sont magnifiques, merveilleuses. En fait, c'était remettre le poète à côté du romancier et donc du dramaturge au théâtre. Pierre Croze, j'ai dit Pierre Bellorini tout à l'heure, je vais essayer de pas me confusionner jusqu'à 13h30. Merci Jean. Pierre Croze, les lecteurs, les internautes de Babelio, parmi les œuvres de Hugo, ont retenu Les Misérables comme étant la principale, ou en tout cas c'est la plus populaire, avec énormément de lecteurs, 34 000 lecteurs, près de 1000 citations partagées. On va revenir sur vos phrases préférées. Qu'est-ce qu'ils en disent ?
Ouais, effectivement, il fait partie des livres les plus populaires de tous les temps, de toute façon, sur Babelio, Les Misérables. Je vais peut-être revenir sur ce que vous disiez sur un livre-monde. C'est quelque chose qui revient énormément dans les critiques, avec peut-être une incitation pour ceux qui aiment différents genres littéraires. Vous aimez les romans d'amour, lisez. Vous aimez les fresques historiques, lisez. Vous aimez les personnages bien faits, lisez. Vous aimez les livres coup de gueule, lisez. Il y a cette richesse dans l'œuvre des Misérables, peut-être plus que dans les autres œuvres de Victor Hugo. Les Misérables, c'est la vie, c'est l'humanité tout entière, c'est la moindre petite joie jusqu'au plus violent bouleversement. À travers Les Misérables, on peut tout vivre. C'est vraiment la richesse qui revient dans quasiment toutes les critiques positives, et elles sont nombreuses, du livre. Qu'est-ce qui en fait pour vous, Florence Nogrette, l'œuvre la plus populaire de Victor Hugo? Alors pas simplement sur Babelio, mais plus généralement. Déjà, historiquement, cette œuvre a eu un succès populaire immédiat. Les ouvriers se cotisaient pour l'acheter en groupe, se le faisaient lire, pour ceux qui ne savaient pas lire, par l'un d'entre eux particulièrement, qui savait lire et qui le lisait aux autres. Ça a été, à l'époque, un roman extrêmement populaire, mais qui a eu une réception critique assez sévère, assez difficile, parce que des deux côtés. D'un côté, le parti catholique trouvait que la représentation de Monseigneur Myriel était biaisée, était gênante. De l'autre, les républicains trouvaient que ce livre était trop religieux. C'est un livre qui, politiquement, est un livre assez dérangeant. Et c'est un livre qui est populaire parce que c'est à la fois une histoire extraordinaire, il y a un romanesque époustouflant, à couper le souffle, et puis toutes les grandes questions politiques et sociales qui sont des questions qui ne sont pas résolues encore aujourd'hui. Et c'est ça qui fait, je crois aussi, son succès encore maintenant. C'est-à-dire que la question de la misère des enfants, la question de l'exploitation des enfants au travail, dans certains pays c'est encore le cas. Pas plus en France, mais enfin il y a quand même encore de nombreux pays dans le monde où les enfants sont exploités. La question de la prostitution et de l'exploitation de la femme par l'homme, Les Misérables est un grand roman féministe, je crois. Je pense que ça joue aussi dans sa réception aujourd'hui. La question de l'éducation qu'on doit délivrer aux enfants et aux femmes pour que les peuples soient libres. J'en oublie, de très nombreuses questions politiques et sociales, absolument encore aujourd'hui non résolues, sont traitées dans Les Misérables. Et c'est ce qui ressort souvent dans les commentaires des internautes. La question de la modernité. Oui, pardon. La question aussi de la responsabilité, des limites de la responsabilité du religieux dans la vie privée. Et dans la vie publique, est aussi au cœur des Misérables. Sur l'Instagram de France Culture, Litchels nous dit « Les Misérables fait partie de mes livres de choix. C'est une histoire intemporelle, transposable à toute société. Victor Hugo est, à mon sens, l'un des auteurs qui saisit le mieux l'humanité. C'est pourquoi on comprend que si les ouvriers hier se cotisaient pour pouvoir se procurer Les Misérables, aujourd'hui, on pourrait tout à fait imaginer distribuer gratuitement ce livre dans les écoles, dans les prisons, dans les églises, à l'Assemblée, dans les usines aussi, et qu'il serait bon pour tout le monde de le relire. Pierre Croz, un mot. Oui, ça revient aussi dans la plupart des critiques, cette idée qu'il fait réfléchir encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il a été publié il y a quelques années. J'avais lu ce titre à l'adolescence et Victor Hugo m'avait totalement embarqué dans son aventure, il y a cette dimension-là aussi. Et à l'âge adulte, je relis cet immense classique et je suis frappé par le propos social qui n'a malheureusement pas vieilli. C'est quelque chose qui revient effectivement assez fréquemment dans les critiques. On parlait du système judiciaire. Il me semble que l'histoire vous fait réfléchir sur l'injustice du système judiciaire, la distribution de la richesse et l'importance de la compassion. Et également, vous parliez des femmes, on en parlera aussi pendant l'émission, une critique des Misérables. Combien de ces idées, de ces prises de position sont toujours d'actualité de nos jours ? On dit que l'esclavage est disparu de la civilisation européenne, c'est une citation du livre. C'est une erreur, il existe toujours, il ne pèse plus que sur la femme, il s'appelle prostitution. Encore maintenant, on pourrait débattre des heures sur ces mots. Voilà, citation et réalité qui lui a probablement été aussi inspirée par Juliette Drouet. Vous le racontez bien dans cette biographie que vous lui consacrez, Juliette Drouet, compagne du siècle, Jean Bellorini, populaire, exigeant, poétique. On peut peut-être attribuer ces trois qualificatifs ou ces trois qualités tout court aux Misérables de Victor Hugo, qui semble rassembler dans cette œuvre toutes les qualités que vous recherchez au théâtre. Mais je crois, et puis c'était quelqu'un qui avait tellement l'art de la formule dans tout,
Là, vous disiez par exemple la justice, l'injustice, etc. Il disait du gouvernement de l'époque, ce gouvernement, je le caractérise en un mot, la police partout, la justice nulle part. Et effectivement, on peut quand même y voir en permanence dans toutes les lectures, et bien au-delà des Misérables en vérité, mais des échos au monde actuel. Bah, c'est devenu un incroyables. slogan de mai 68, hein, Mais aussi. c'est ça, en fait ça a été repris mais à toutes les générations et effectivement pour en faire un théâtre populaire et c'est exactement ce que je cherche, c'est-à-dire cet équilibre entre le fond, la dimension épique, donc la société qui a raconté et la dimension intime de chaque individu, métaphysique presque. Au fond c'est l'auteur et à travers ce livre, c'est l'auteur le plus direct qui assume de vouloir changer l'homme, de vouloir le transformer transformer physiquement, le transformer politiquement, le transformer sensiblement, lui donner une possibilité d'être en plein état de vie, de vivre plus. Et je pense qu'on va au théâtre, et en tout cas au TNP, au Théâtre National Populaire, c'est ça que je cherche, c'est qu'on se sente un peu plus vivant en sortant d'une représentation théâtrale qu'en y arrivant. Et lire Les Misérables, c'est ça aussi. C'est rentrer dans ce romanesque, comme vous disiez tout à l'heure. Enfin, c'est tellement épique, il y a toute la société qui nous est racontée avec toutes ces couleurs. Effectivement, on peut parler de personnages féminins, mais tellement beaux, tellement forts. Et on oublie souvent Éponine, qui est pour moi peut-être le plus beau, je pense qu'on va en parler après, qui se donne jusqu'à la fin. Elle va accepter de mourir pour l'être qu'elle aime. Et puis c'est finalement dans Les Misérables, mais bien au-delà chez Hugo, c'est l'homme qui aime avant tout. Vivre, c'est aimer. Et c'est ce qu'il dit. Et donc vivre, c'est comprendre l'autre. Quelle est la citation la plus populaire, vous allez voir, Pierre Croze? Parce que à l'instant, Jean Bellorini, vous nous parliez de ces mots, hein, de ces phrases qui trébuchent et qui résonnent encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de citations partagées de Hugo. La plus populaire? Alors sur ce livre-là, sur Les Misérables, c'est ce n'est rien de mourir, c'est affreux de ne pas vivre. C'est affreux de ne pas vivre. Votre phrase préférée à vous, Florence Nogrette, est-ce qu'il y en a une particulièrement, une réplique, une phrase que vous avez retenue? Et après, je vous ferai écouter L'Incipit, si vous le voulez bien. Une phrase, Une citation. non, mais quelques chapitres particuliers, quelques moments particuliers. Il y a par exemple ce moment extraordinaire, hein, dont le personnage, dont l'héroïne est sœur Simplice, cette sœur qui n'a jamais menti, donc cette religieuse, hein, qui n'a jamais menti et qui ment pour sauver Jean Valjean. Alors il y a toute une réflexion là sur le mensonge qui est magnifique. Il y a le passage où Jean Valjean, après le mariage de Cosette, étale sur son lit les vêtements de la petite fille, hein, qu'elle ne sera jamais plus et qu'il va perdre, hein, à jamais. Il y a des moments d'humanité bouleversants. Et puis aussi, on parlait tout à l'heure des causes, hein, des différentes causes politiques ou sociales que défend Jean Valjean, mais que défend Hugo, mais il les défend en réalité non pas tellement de manière didactique, mais en faisant agir ces personnages, hein, pour que par leur conviction, leur amour pour les autres, par exemple l'amour de sœur Simplice pour Jean Valjean, qui la pousse à mentir pour le sauver. Elle dit qu'il n'est pas là, elle le cache en réalité, et elle le sauve de Javert, hein, en mentant, en disant à Javert qu'il n'est pas là. Mais c'est par leur action qu'ils changent le monde. Et au fond, je crois que c'est aussi pour ça que le roman est si populaire, c'est-à-dire qu'il s'agit pour le lecteur de peut-être s'identifier au personnage ou prendre modèle sur le personnage, ou en tout cas admirer le personnage par ce qu'il agit pour changer le monde. Donc l'action de l'intrigue, au fond, c'est elle qui peut résoudre, donner une sorte d'espoir de résoudre les problèmes du monde. Les Misérables de Victor Hugo, un grand succès populaire, nous disiez-vous, Florence Nogrette, à l'instant, dès sa sortie. Et aujourd'hui encore, un succès jamais démenti, un livre, un roman toujours très très populaire. Et aussi, ce qui a fait sa force, c'est d'avoir été adapté. Ça veut dire adapté, parfois, certaines phrases sont changées, parfois aussi une virgule peut bouger, le récit peut être légèrement édulcoré, mais toujours, il reste l'essentiel
essentiel, c'est-à-dire l'âme, l'esprit de ce texte dont on va parler avec vous. Mais je vous propose qu'on écoute d'abord une adaptation signée France Culture. Pour les fictions de France Culture, c'est l'adaptation de François Christophe, choisie pour vous par Thomas Beau, Les Misérables, l'Incipit, extrait. En 1804, Monsieur Charles-François Bienvenu Myriel était curé de Brignoles et il vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens Monsieur le cardinal Fesch. Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé qui attendait dans l'antichambre se trouva sur le passage de Sa Majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna. Quel est cet homme qui me regarde? Sire, vous regardez un bonhomme et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé, et quelque temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne. Extrait des Misérables de Victor Hugo. Jean Bellorini, Tempête sous un crâne, créé par vos soins il y a un peu plus de 10 ans, d'après Les Misérables de Victor Hugo, est une adaptation. Dans cette pièce, vous avez choisi de faire entendre le texte avant tout. C'est une mise en scène épurée, peu de comédiens, avec des passages presque chantés. Vous avez coupé dans le texte, mais pas changé, je crois, une virgule. La On n'a rien réécrit. La langue de Hugo rien. est belle en soi, est toujours actuelle, il ne fallait pas y toucher. J'avais envie de dire ce que j'essayais de dire un peu tout à l'heure, mais que c'était pas que le fond et l'âme de l'œuvre, mais c'était aussi la forme qu'il fallait faire entendre. Et que peu de gens ont lu réellement l'entièreté des Misérables. On en lit souvent des digestes ou des réductions. Et évidemment, les 4 heures de Tempête sous un crâne, du spectacle, n'étaient pas du tout l'entièreté de l'œuvre, mais elle se voulait respectant le plus fidèlement possible l'équilibre entre le récit, c'est-à-dire ce qu'on a besoin de savoir pour comprendre l'histoire, et vraiment l'inutilité du lyrisme de la langue, avec des descriptions, avec la beauté en fait de l'écriture, la forme vraiment. Sur la langue, on a parlé effectivement de ce livre, plus pour l'instant sur les engagements aussi que Hugo y traduisait, mais sur cette langue si particulière de Victor Hugo, Florence Nogrette. C'est vrai que c'est une langue poétique, avec une syntaxe qui peut être parfois extrêmement foisonnante, mais aussi bien très dense, très concise, avec des ruptures de rythme, avec une sorte de prose poétique, et qui prend le lecteur. C'est une langue aussi qui est nourrie de la langue des pauvres gens, qui est nourrie d'argot. Il y a tout un chapitre sur l'argot. Il y a des phrases qu'il a reprises de lettres de Juliette Drouet, ou de formules qu'il a entendu dire par des gens qu'elle fréquentait, puisqu'elle avait des amis qui étaient plutôt des gens du peuple. Et c'est une phrase qui donne la parole aussi aux Misérables. Donc la langue elle-même fait monde. Pierre Croze, du côté des auditeurs de France Culture qui ont réagi sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, beaucoup mettent en avant le fait que c'est une écriture facile à lire, parce que parfois on se confronte à des classiques où il faut quand même s'armer d'un peu de courage pour pouvoir les entamer et surtout les lire, faire aboutir cette lecture. Avec Hugo et Les Misérables, c'est pas le cas. Pour beaucoup, comparé à d'autres classiques, c'est ce que nous dit notamment un internaute, Yoju, je trouve que ces œuvres sont d'une lecture, c'est quand même parfois les pseudos sont pas faciles à dire. Moi, je suis assez d'accord qu'il faudrait tout simplifier. Bref, je trouve que ces œuvres sont d'une lecture aisée et je trouve son style d'écriture extrêmement moderne. On parle de la langue de Hugo et non de Molière, un géant de la littérature française, engagé dans ses combats politiques et sociaux. Sa plume est assez facile à lire, j'y ressens toute la force, nous dit de son côté Nuno Bliophile. Et vos lecteurs, Pierre Croze? Oui, alors il y a beaucoup de critiques qui
qui parlent de l'émotion qu'ils ont en lisant les phrases de Hugo. Vous citiez parmi vos passages préférés des moments forts, des moments très poignants. C'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup des lecteurs de Babelio. On dit que lorsque les premières épreuves sortirent des presses, les correcteurs et les imprimeurs pleuraient. Je le crois volontiers, ce livre est un condensé d'émotions, d'intelligence du cœur et d'intelligence tout court. Alors un conseil, ne vous effrayez pas de son épaisseur. C'est une critique qui revient tout de même souvent, l'épaisseur du livre et les longueurs, parfois sur les moments historiques. Alors un conseil, ne vous effrayez donc pas de son épaisseur. Réservez-vous un mois et plongez à votre tour dans cette lecture qui vous transformera, ou du moins vous touchera pour le meilleur. Et sur l'émotion, ça revient quand même énormément. Je ne peux pas me souvenir d'un livre qui m'a autant brisé le cœur que ce livre-là. J'ai terminé ce roman avec la gorge serrée et la larme à l'œil. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est que les ados, il y a beaucoup d'ados qui lisent pour les cours et qui publient aussi leurs critiques parfois sur Babelio. Et les critiques sont quand même assez bonnes, et malgré le fait que les lecteurs reprochent certaines longueurs. Jean Bellorini, vous l'aviez joué devant des classes, devant des scolaires, devant un jeune public, Tempête sous un crâne. C'était aussi pour vous une des raisons, une des motivations pour l'adapter? Bien sûr, on l'a joué devant des scolaires, on l'a joué dans des maisons d'arrêt, on l'a fait travailler à des prisonniers, on l'a fait travailler à des scolaires. C'est un matériau extraordinaire de débat d'idées et en même temps de simplicité, de relations humaines et qui parle à tous. Enfin, on entend beaucoup qui revient ce mot de simplicité, mais c'est vrai. C'est-à-dire c'est des mots du peuple, c'est des mots des misérables et c'est des réflexions partagées à plusieurs niveaux. Mais c'est ça aussi qui fait une grande œuvre, c'est quand tout d'un coup la lumière côtoie le sombre, enfin quand on est autant du côté de l'évêque de Digne que du côté des révolutionnaires et d'Enjolras et tous ses amis, que du côté de la petite Cosette. Enfin, c'est tellement large qu'en fait, à chaque public, on peut s'attacher et correspondre à un épisode, en tout cas comme outil pédagogique aussi. C'est formidable. Et on l'a beaucoup fait. Et même comme structure de la langue, cette simplicité et en même temps cette précision, cette concision souvent, elle est extrêmement musicale et en fait elle est tenue, elle est formelle malgré tout. Et donc c'est pour ça que pour moi ça en fait théâtre très facilement. C'est pas du tout de la littérature impalpable. C'est tout d'un coup, je la comparais souvent à du chant. Presque à quelque chose de proféré, de slamé, de dit, de percussif en tout cas. Et ça c'était aussi très très probant souvent quand on l'a travaillé. Oui, d'où la mise en scène. C'est en tout cas comme ça que vous avez pensé l'énonciation de cette adaptation des Misérables de Victor Hugo pour La Tempête sous un crâne. Garder la musique du texte, hein, c'était important pour vous. Alors à propos de longueur, Jean Bellorini est à la tête d'une double prouesse, avoir non seulement adapté sur scène Les Misérables de Victor Hugo, mais aussi La Recherche du temps perdu de Marcel Proust. La pièce s'appelait Un instant. Jean Bellorini, lequel des deux a été le plus difficile à adapter de ces deux textes ou de ces deux auteurs? Disons que Les Misérables, on voulait conserver le récit et la fable, et c'était important de comprendre et de s'attacher au personnage. On est dans quelque chose de plus abscon quand même avec Proust, même si on s'est finalement concentré sur un épisode et sur le rapport à sa grand-mère, sur le rapport à sa femme de chambre. Enfin, en tout cas, c'était beaucoup plus... on a extrait des passages beaucoup plus uniques en soi et qui faisaient œuvre d'eux-mêmes, alors qu'il y avait toujours cette folie de tentative avec Les Misérables de raconter l'ensemble de l'œuvre, ce qui est complètement fou et impossible quand même au théâtre en 4 heures. Mais Jean Bellorini, Florence Nogrette, si je vous demandais quel est le fil narratif quand même des Misérables, est-ce que vous pourriez l'extraire, l'identifier, nous le raconter? Florence Nogrette? Le fil narratif, c'est l'évanouissement de Jean Valjean. C'est-à-dire que c'est évidemment lui dont on suit, dont on suit l'histoire, hein, mais c'est un personnage qui échappe tout le temps, dont la psychologie échappe. C'est un personnage dans lequel on peut s'engouffrer parce que sa psychologie échappe. Et c'est le personnage dont on suit les aventures, ça oui. Et des aventures qui sont
absolument invraisemblable. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette simplicité, cette facilité dont vous parliez, dont vos lecteurs témoignent, et en même temps une richesse d'invention dans l'histoire, dans l'intrigue, qui est fabuleuse, qui est phénoménale. Et pour ce qui est de la poésie, je crois que c'est cette intrication de tout ça qui est si paradoxale, qui fait l'originalité des Misérables. Pour ce qui est de la poésie du texte dont parle Jean Bellorini, on a une écriture qui est à la fois simple, mais pas du tout blanche. Jean Valjean, un personnage qui se dérobe aussi sur votre scène, Jean Bellorini, comme fil narratif. On l'a même appelé le spectacle Tempête sous un crâne. C'est ce grand cas de conscience, c'est cette nuit où il se pose la question de savoir s'il va se dénoncer ou pas pour ne pas rendre, enfin ne pas être qu'il n'y ait pas un autre coupable à sa place. C'est en même temps les aventures de Jean Valjean et de toutes ces rencontres et toutes ces pérégrinations, et en même temps une odyssée de la conscience, comment dire, cette plongée en soi. Voilà. Et c'est cet équilibre entre le livre d'aventure, où on a envie de comprendre, de savoir ce qui va se passer très simplement, et en même temps un retour intérieur profond et intimement bouleversant. Une plongée en soi dans un abîme, en fait. C'est pour ça que Tempête sous un crâne, je comprends que Jean Bellorini ait choisi cet épisode. Dans Tempête sous un crâne, il plonge en lui-même comme dans un abîme, de même que dans le roman, à un moment, il plonge du bateau pour s'échapper. Et cette plongée abyssale relève de l'évanouissement. Alors, plongez-vous dans l'abîme avec Victor Hugo et Les Misérables. Jean Bellorini, après le Hugo romancier, votre Hugo préféré, c'est le poète. D'où votre choix peut-être des Contemplations comme deuxième recommandation pour ce club de lecture consacré à Victor Hugo, et notamment le poème À Villequier, là où Léopoldine, la fille de Hugo, est morte, noyée. Il y raconte sa souffrance, mais aussi la persistance de sa foi. Il y a peut-être un pont à faire d'ailleurs entre ce Hugo du poème À Villequier et le Hugo des Misérables. En tout cas, c'est évident qu'il y a une dimension, le mot est à la mode et il m'énerve souvent, mais de résilience quand même chez Hugo, quand il a perdu sa fille qui avait 19 ans, qui s'est noyée, et qu'il a écrit toute l'injustice et toute la révolte. Et puis plusieurs années après, ce poème À Villequier merveilleux, dont on avait mis un bout dans le spectacle, qui raconte qui dit « Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum, que la création est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. » Voilà, il assume, il accepte que le monde provoque de la casse, et en même temps qu'il faut continuer à tenir debout. Et c'est ça aussi que dit tous ces Misérables, c'est cette terrible réalité, et en même temps le fait d'assumer les échecs, les renoncements, la perte de Cosette à la fin quand elle va se marier, c'est ce qui est terrible pour Jean Valjean. C'est ce renoncement mêlé à l'acceptation et en même temps à la continuation de vouloir espérer encore et croire, transformer les choses. Qui était Juliette Drouet? En quoi elle a inspiré les personnages féminins, notamment des Misérables? Peut-être l'évoquer avec vous, Florence Nogrette. Et je rappelle que vous publiez ce livre Somme, cette biographie aux éditions Flammarion sur cette femme incroyable qu'était Juliette Drouet, trop peu connue. On la réduit souvent d'ailleurs au personnage de la maîtresse de Victor Hugo, vous le rappelez, au personnage de la muse de l'égérie, alors qu'elle était beaucoup plus, je vous cite, amante, âme sœur, collaboratrice, première lectrice, copiste, soutien moral, éternel recours. Elle était aussi, par son humour et son esprit, une des rares à pouvoir tenir tête, presque, ou en tout cas un discours de vérité à l'homme du siècle que fut Victor Hugo. On a évoqué son passé d'orpheline, élevée par son oncle Drouet, orpheline comme Cosette dans Les Misérables. Elle était comédienne, elle était courtisane, et elle va rencontrer Hugo en 1833, c'est-à-dire longtemps avant la publication des Misérables. C'est à ce moment-là, ce jour-là, qu'en tout cas va naître l'amour, comme vous l'écrivez, entre elle et lui. Elle fut pour lui une révélation. Quelle place a-t-elle pris dans sa vie ? C'était sa base, c'était son repère, c'était sa boussole. Elle a été sa maîtresse, sa compagne, son âme sœur, sa deuxième femme au fond, son deuxième foyer, et celle qui ne l'a jamais lâché, sur qui il a pu compter toujours,
qui s'est d'une certaine manière sacrifiée pour lui, puisqu'elle a abandonné sa carrière d'actrice pour se consacrer à lui. Elle a énormément souffert de ses infidélités, parfois de sa rudesse, mais elle se savait aimée, définitivement, fondamentalement. Mais en plus, c'est surprenant parce qu'elle n'était pas l'officielle. Hein. Non, elle n'a jamais été la femme de Victor Hugo. Non, elle n'a jamais été la femme de Victor Hugo. Mais elle a eu une place que tous lui ont reconnue dans le cercle familial. Hein. Au bout de nombreuses années, pas tout de suite. Là aussi, leur relation amoureuse est une véritable aventure. C'est celle que je raconte dans mon livre. Au début, elle est sa maîtresse. À la fin, elle est celle dont il dit, quand il croit qu'il va mourir pendant le siège de Paris, il écrit une disposition testamentaire pour ses fils. Il croit qu'il va mourir pendant le siège. Il écrit « Elle est ma veuve ». Voilà. Parlez-nous quand même aussi de ces lettres, parce que vous avez travaillé sur ce matériau avant tout. On disait au début de l'émission 22 000 lettres. Oui, c'est un journal épistolaire, en réalité, qui a la forme de lettres, mais qui est écrit chaque jour, et qui donc est en fait un journal qu'il lui demandait d'écrire, et qu'elle a écrit sur commande, en y prenant goût au bout d'un moment, et en acquérant un talent d'épistolière remarquable. Il lui a demandé de lire Madame de Sévigné aussi pour acquérir ce talent. Et c'est une mine historique, une mine d'informations, puisque à la fois elle est censée raconter l'emploi de son temps, l'emploi de l'argent qu'il lui donne, puisqu'il l'entretient, son état d'âme, ses états d'âme, quels qu'ils soient, qu'elle soit jalouse ou joyeuse et reconnaissante. Et elle raconte le siècle, au fond, puisqu'elle raconte la manière dont ils se divertissent, dont ils se nourrissent, dont ils se soignent, et qu'elle lui donne des conseils, qu'il ne suit pas nécessairement d'ailleurs, mais sur la manière dont il doit gérer ses relations avec les amis écrivains, avec les académiciens, avec les hommes politiques. Elle raconte leur vie. Donc dans ces 22 000 lettres, il n'y a pas que ces états d'âme, il y a aussi la chair sensible du 19e siècle. C'était une femme très très belle, elle brillait sur scène, il en est tombé fou amoureux, et il l'a poussée à écrire, ce qui est pas commun en fait dans l'histoire de ses relations au 19e, d'autant plus qu'elle était en même temps son premier soutien, cette épaule vers lequel lui pouvait à la fois se tourner et s'appuyer. Elle était aussi sa première lectrice et sa première copiste, c'est-à-dire qu'elle a pris une place dans l'œuvre même de Hugo. Oui. Pas simplement dans sa vie. Oui, elle a à la fois inspiré les personnages de Fantine, de Cosette, peut-être d'Éponine aussi. J'y pensais en écoutant Jean Bellorini valoriser ce personnage tout à l'heure. Et je fais une micro-parenthèse parce que pour vos lecteurs, Pierre Croze, sur Babelio, Éponine, c'est vraiment une des figures dont on ne parle pas assez, phare des Misérables. Plus jeune, j'avais un faible pour Fantine et Cosette, que je trouve un peu trop lisse aujourd'hui. Plus tard, c'est Jean Valjean qui a emporté tous mes suffrages et qui les emporte encore. Cependant, aujourd'hui, au crépuscule de ma dernière lecture, je me découvre une affection sincère pour Éponine, dont le destin tragique, grandiose, me brise le cœur, et pour Javert, ténébreux Javert. Et une dernière critique aussi, effectivement, sur Éponine, parce que c'est un personnage qui est très peu reconnu. Je voue un culte éternel à Éponine, bien qu'on lui préfère presque toujours cette petite cruche de Cosette. Le destin d'Éponine en est d'ailleurs rendu d'autant plus tragique, puisque dans le roman et jusque dans la réalité, tout le monde se fiche de sa propre vie. Merci Pierre Croze. Florence Degrette, pardon de vous avoir interrompu. Et c'est vrai que Éponine a à voir avec Juliette aussi, puisque Éponine se sacrifie, comme Juliette a sacrifié sa carrière à Hugo, qu'Éponine est contrainte à la prostitution, Hugo le dit à demi-mot, par la misère, sort qu'elle partage avec Fantine, et qui a été le cas de Juliette quand elle était jeune fille. Et alors, donc, pour revenir à votre question, Juliette a copié Les Misérables, a sauvé le manuscrit lorsque Hugo part en exil. En décembre 1851, il part seul, déguisé en ouvrier, sans rien. Et Cosette, c'est elle qui sauve le manuscrit. Donc elle est... Juliette. Juliette. Vous avez dit Cosette. Pardon. Oui. Voilà.
Et ça, c'est aussi la place qu'elle a prise dans cette œuvre-là. On Oui, peut retrouver toute la vie de cette femme dans votre biographie, Florence Nogrette. Juliette Drouet, compagne du siècle, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous, Pierre Croze. Merci, Jean Bellorini. On peut vous retrouver sur la scène aussi du théâtre, non pas pour cette adaptation que vous mettez en scène, que vous avez mise en scène de Victor Hugo, mais toute l'actualité, votre actualité est à retrouver sur scène. Merci à toute l'équipe de Bienvenue au Club, Oriane Delacroix qui a programmé cette émission, préparée par Joseph Julien et Didier Pinault. On part tout de suite retrouver notre camarade Mathias Sénard. Aujourd'hui, journée spéciale Marcel Proust sur France Culture, chroniqueur hebdomadaire pour Bienvenue au Club. L'écrivain et producteur Mathias Sénard a choisi de vous parler de l'incipit de la recherche à la bonne heure. Nous célébrons aujourd'hui, 18 novembre 2022, les fidèles auditeurs de France Culture et même les infidèles le savent, le centenaire de la mort de Marcel Proust, auteur de À la recherche du temps perdu, recherche dont l'incipit est au moins aussi célèbre que son auteur. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Phrase qui s'est prêtée à toutes les plaisanteries des écrivains les plus potaches. Contentons-nous de citer ici les 35 variations sur un thème de Marcel Proust du regretté Georges Perec, que le dieu des lettres l'ait en sa sainte garde, et notamment les variations numéro 19, dites variations minimales. Longtemps, je me suis bouché de bonheur. Longtemps, je me suis douché de bonheur. Longtemps, je me suis mouché de bonheur. Et enfin, longtemps, je me suis touché de bonheur. De bonne heure par bonheur en 3 mots. Mais il est assez injuste, convenez-en, de réduire non seulement la recherche du temps perdu à cette seule phrase, mais aussi l'art proustien de l'incipit à ce seul moment. Car la recherche du temps perdu, on s'en souvient, se compose de 7 volumes, chacun portant titre et commençant par une phrase, ce que nous pourrions appeler des incipits internes, des interquipits. L'un des plus beaux des interquipits de À la recherche du temps perdu est, selon moi, celui qui en ouvre le 5e volume, La prisonnière. Dès le matin, la tête encore tournée contre le mur, et avant d'avoir vu au-dessus des grands rideaux de la fenêtre de quelle nuance était l'arrêt du jour, je savais déjà le temps qu'il faisait. Cette phrase est magnifique parce qu'elle est tout en mouvement. Le mouvement de la conscience vers l'éveil, le mouvement du temps, le mouvement de la lumière, celui du regard qui se tourne vers la fenêtre, et le mouvement de l'intuition qui fait deviner la météo au narrateur. Ce passé indéterminé de répétition, dont on ignore si c'est un souvenir d'enfance qui rappelle le début du texte, le moment où Marcel se couchait encore de bonne heure, ou une vérité du début de ce 5e volume, dont la première page, après cette phrase tout en regard, déroule les synesthésies. Car ce qui amène le temps qu'il fait au narrateur, avant la vue, c'est l'ouïe. Ce sont les sons venus de la rue qui lui apprennent s'il fait beau temps ou s'il pleut. La première phrase joue comme un leurre. Elle crée une tension entre les mots liés à la vue, le regard aveuglé par la cloison, la fenêtre, l'arrêt de jour, et ceux qui vont venir, les bruits de la rue, le glissement du tramway, et puis, génie proustien, tous les sens glissent sur la page. Louis permet de passer à Albertine, dissimulée dans une chambre dont seule la voix parvient à bloc, avant de céder la place au toucher et au goût mêlé, lorsqu'il est question de la langue de la bien-aimée Albertine et du baiser quotidien. L'incipit de la prisonnière, tout comme celui interminablement beau du temps retrouvé, sont autant de preuves qu'à la recherche du temps perdu non seulement commence 7 fois, mais surtout ne s'achève jamais. Merci beaucoup Mathias Sénard pour cette incipit de la recherche à réécouter sur radiofrance.fr. Vous pouvez retrouver sur la page de Bienvenue au Club toutes les références en lien avec cette émission, dont celle du spectacle, la pièce Le Suicidé de Nicolas Erdmann de Jean Bellorini, mise en scène pour le théâtre, le TNP de Villeurbanne à partir du 15 décembre. Merci aussi beaucoup à Zora Vignier et Alexandre Alaïbegovic qui étaient aux manettes des réseaux aujourd'hui pour cette émission spéciale.